Recording in progress. Eh bien, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Et on part pour une nouvelle journée de débat, de confrontation, dans le cadre des 18e rencontres d'Espace Marx sur le thème cette année, savoir, pouvoir, démocratie. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Florent Viguier, qui est enseignant, écrivain, metteur en scène, et qui va nous parler de la formation des futurs citoyens, les défis de l'éducation à l'heure de l'intelligence artificielle et des post-vérités. Je te passe tout de suite la parole, Florent. À toi. Merci et bonjour. Donc, effectivement, je vais déjà vous donner un petit peu des éléments de contexte dans lequel j'ai écrit ma petite préparation. Un contexte où je me dis, c'est pas juste un élément, mais c'est plusieurs éléments qui se croisent, qui s'additionnent, qui s'ajoutent, ce qui s'est fait que ça a un petit peu orienté en fait ma présentation de ce matin. Notamment, donc, vous dire que ben voilà, on se situe une dizaine d'années après les attentats du Bataclan et que ça a une incidence sur le sujet, surtout quand on y ajoute d'autres éléments. Donc moi, j'ai assisté il y a 2 semaines à des universités de la Défense organisées aux Arts et Métiers avec comme sujet la guerre informationnelle. Voilà, donc on voit qu'on est dans un contexte où un militaire nous dit effectivement que nous sommes déjà en guerre de basse intensité, selon l'expression maintenant consacrée. Hein, on parle plus de guerre froide qui est trop connotée, mais nous serions déjà en guerre. Euh, et effectivement, avec des éléments hein, un peu tangibles qui se sont passés ces dernières années, pensez à l'ingérence russe qui cherche à fracturer la société avec des éléments où on se retrouve avec des pochoirs d'étoiles de David sur les murs, mais ensuite on se retrouve avec des têtes de cochons et on cherche à faire passer la France pour un pays raciste, antisémite. Et on se rend compte qu'en fait, on est effectivement dans une forme d'ingérence pour déstabiliser un petit peu notre système. Voilà. Donc, on sait qu'on est aussi dans un contexte d'explosion du financement de notre système de défense. Hein. Le budget consacré avec Monsieur Macron est en train d'être considérablement augmenté. Autre élément contextuel où on voit que c'est une vraie préoccupation, les tribunes de la presse qui se sont tenues il y a assez peu de temps au TNBA, comme chaque année, ont pris comme sujet central Monsieur Trump. Voilà, donc c'est aussi un indice. Le 23 novembre, vous avez peut-être ça en tête aussi, donc le chef des armées, Monsieur Fabien Mandon, qui avait dit qu'il fallait que nous soyons prêts à perdre des enfants. Donc voilà, donc on sent qu'on a un contexte comme ça où d'ailleurs il y a un dossier de 18 pages qui a été envoyé aux enseignants de collège leur demandant d'acculturer les jeunes à la défense. Voilà, donc un dossier de présentation pour acculturer les jeunes à la question de la défense. Voilà, donc ce contexte est quand même on va dire lourd, pas neutre, une enquête de l'IFOP pour l'université qui finalement a été annulée provisoirement vu le tollé que ça a fait. Essayer de voir l'antisémitisme auprès des enseignants, quel serait le degré d'antisémitisme chez les enseignants. Vous avez en face des syndicats qui réagissent, qui cherchent à organiser voilà, des actions. Donc la CFDT avait fait ça. Je sais que l'UNSA a fait ça beaucoup plus récemment, le 27 novembre. Voilà, donc ils se donnent un rendez-vous annuel des métiers. Et là, ils étaient sur la question de l'intelligence artificielle et de ses impacts sur nos métiers. Donc on voit que ça irise un petit peu partout. Avec un dernier élément aussi que je pourrais donner factuel, le café pédagogique hier, donc le 3 décembre, parce que, voilà, ou c'était avant-hier, non, c'était hier, 3 décembre, un article, pourquoi ma classe ne participera pas à l'opération Un dessin pour les sentinelles. Effectivement, donc des profs qui ont du mal à accepter cette sorte de militarisation douce des esprits. Voilà. Mais on a effectivement pensé en 2017, M. Wauquiez, qui disait qu'il fallait penser à un réarmement républicain. Donc on est dans un vocabulaire guerrier. Et donc dans les nouveaux défis pour l'école,
il y a bien cette question de voir comment l'école reste d'abord un sanctuaire et ensuite, même de manière plus proactive, un lieu de formation des esprits citoyens par rapport à une autre question de l'école, puisque effectivement l'école c'est le lieu de transmission des savoirs, mais effectivement ça pose la question d'un enjeu démocratique pour l'école. Voilà, donc une transformation sociale révolutionnaire. On a parfois l'impression que déjà ne pas transformer face à tout ce qu'on essaye de nous mettre en place, c'est déjà faire une forme de résistance révolutionnaire par rapport aux attentes. Alors, euh, par rapport à notre thème savoir, pouvoir, démocratie, dire qu'effectivement, on est dans un contexte de défi pour l'éducation avec la question de la transmission. Donc moi, je vous parlerai d'abord un petit peu de la question de la vérité. Ça a été abordé très bien pendant les tribunes de la presse auxquelles j'ai pu assister. Donc je reprendrai un petit point philosophique, puisque nous sommes là quand même pour transmettre des savoirs à l'école. Se pose la question du savoir, de quel savoir il est question. Est-ce que le savoir est à considérer au singulier ou au pluriel? Se pose aussi la question de la censure. Donc je ferai un point sur la censure. Quelle forme de censure? La censure est-elle nécessairement réactionnaire? On pourra aborder un petit peu ce point-là. Poser la question de l'autocensure, parce que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus sous-jacent aussi. Et donc, se posera la question des défis pour la formation des citoyens, ce que je disais. Et je terminerai vraiment à la fin de mon exposé sur la question du rôle de l'intelligence artificielle là-dedans. Voilà. Parce que nous avons quand même comme mission, en tant qu'enseignants, de donner confiance dans l'avenir. Et c'est un petit peu, c'est pas si évident parce que ça suppose que nous ayons nous-mêmes confiance. Donc il y a une sorte de tension, hein, voilà, entre ce que nous-mêmes nous pouvons ressentir et malgré tout garder une forme d'optimisme dont les jeunes sont parfois moins dépourvus que nous, donc au moins ne leur cassons pas leurs illusions, je vais dire ça quand on est pessimiste, donnons leur envie d'apprendre, envie d'entrer dans le monde, de prendre leur place. Voilà, donc il faut leur donner des outils pour apprendre et pour aussi se faire une opinion personnelle. Et c'est une vraie difficulté quand on aborde la vérité. Alors j'aborde mon premier point, donc effectivement, je vous ai dit sur la question de la vérité, sur un angle un petit peu philosophique. En 2018, il y a donc une autrice qui avait publié un livre qui s'appelait La faiblesse du vrai, Myriam Revaud. Et donc, on sent que c'était effectivement une vraie problématique. Déjà, à l'heure des réseaux sociaux, vous savez très bien que les fake news se propagent beaucoup plus vite que les annulations des fake news, voilà, donc les contre-vérités circulent. Difficile de faire un point sur la question de la vérité sans citer Hannah Arendt aussi comme référence. Voilà, donc une citation très connue, hein, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce n'est pas les faits eux-mêmes qui sont l'objet de débats. Voilà, donc ça date de 1964. Effectivement, ça pose la question de la manière dont on apprend le réel, distinguer en fait, la vérité de la réalité. Alors, je m'appuie un petit peu sur ce qu'a présenté Mazarine Pinjot lors des tribunes de la presse. Elle est philosophe, elle remonte à l'Antiquité, vraiment pour nous montrer que, en fait, la question philosophique de la vérité se pose d'emblée avec la création de la philosophie. C'est une des premières questions qu'on se pose, d'accord? Définition simple, la vérité, c'est ce qui est conforme au réel, ce qui suppose une forme de consensus sur le fait. Voilà, voilà. Et donc là se pose la question de la science. Et forcément, je vais en reparler quand on parlera de M. Trump, distinguer la science de l'opinion. Le fait n'est pas une opinion. Voilà, et c'est justement un des points clivants dans le monde d'aujourd'hui. Donc Platon a déjà apporté cette question-là de la notion de la conformité au réel. Aristote rajoute une donnée supplémentaire, c'est que la connaissance de la vérité suppose de chercher les causes. On ne peut comprendre le fait que si on en comprend les causes. Donc ça suppose une démarche proactive, en fait. Hein, voilà.
qui s'ajoute. Et donc cette vision assez, comment dire, peut-être uniforme au singulier de ce que serait la vérité, elle va être mise en cause au XIXe siècle. C'est pas par hasard que c'est seulement au XIXe siècle que ça se fait. Ça va être Nietzsche, mais Nietzsche dans un certain contexte. XIXe siècle, le romantisme, on se rend compte que la vision que nous avions, que nous autres occidentaux aurions, en gros, la civilisation au singulier, là où nous serions entourés de barbares, cette notion-là est enfin remise en cause, d'abord par des penseurs un peu individuels. Il y a des précurseurs, et on pourrait parler de Montaigne, surtout quand on est juste à côté de l'université qui porte son nom et à Bordeaux, des précurseurs qui nous remettent en cause cette vision un petit peu au singulier de la civilisation. Mais ça commence à être accepté d'abord par les romantiques et plus globalement par la société, même s'il y aura, je ne vais pas vous apprendre ça, enfin, voilà, toute une vision justement à essayer de hiérarchiser malgré tout, et qu'on aura quelques pionniers qui remettront en cause cette notion de hiérarchie des espèces, des races et tout ce qu'il peut y avoir eu comme théorie les plus épouvantables qui nous amènent jusqu'à Hitler, mais aussi la colonisation pour ce qui nous concerne, nous, franco-français, et de déni, hein, voilà, ou de bonne conscience, qui ne va être vraiment remise en cause qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc Nietzsche, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la vérité a bien une dimension subjective. Ça dépend, il n'est pas encore lui dans le période de cinéma, mais ça dépend de là où je place ma caméra. Voilà, donc du coup, il est bien dans cette démarche proactive que la vérité mérite d'être inventée. Et elle dépend de là où je place la caméra. Donc une citation de Nietzsche, vouloir le vrai, c'est s'avouer impuissant à le créer. Donc, il faut effectivement, dans cette démarche, dire mais quelle serait cette notion du vrai? Et je vais vous donner un exemple très simple. J'ai fait un petit sondage la semaine dernière avec mes élèves sur 2 ou 3 classes, sur les 3 classes, je l'ai fait, de secondaire. J'ai demandé, mais qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale? Et donc, la première réponse qui vient, selon les classes, c'est soit la France, soit les Américains. Et assez vite derrière arrive la question de la Russie. D'accord? Et en fait, j'ai attiré leur attention que c'est normal d'être anthropocentré. Donc, dire que la France a gagné contre l'Allemagne, c'est pas anormal dans le regard d'un jeune. On part de là où on est. C'est logique ensuite d'arriver, bah oui, c'est quand même grâce aux Américains, le débarquement du 6 juin, de dire que les Français, certes, n'auraient pas gagné si facilement en tous les cas, contre l'Allemagne nazie sans les Américains et qui nous ont libérés. Et avant d'arriver à la question de la Russie, oui, la Russie a payé un tribut bien, bien, bien plus lourd dans la libération du monde face au péril nazi et que de ce point de vue-là, en tous les cas, faire comprendre qu'il est logique pour un Russe que le discours que ce seraient les Américains qui auraient gagné la guerre apparaît à la limite comme une sorte de contre-vérité ou d'arrangement avec le réel, là où c'est effectivement, voilà, où les chiffres disent autre chose. Donc ça pose la question de où je place effectivement ma caméra, voilà. Et c'est la même chose avec la science. C'est-à-dire que la science, elle est sujette à controverse et c'est très bien comme ça. Il faut qu'il y ait des débats sur ce que peut être ce vrai dont on parle et que face au réchauffement climatique, on puisse s'interroger quel est le degré de responsabilité, notamment de l'homme, etc. Voilà. Mais ça n'empêche que dans ces controverses, il reste toujours le lien avec le réel. On est rattaché au réel, ce sont des vérités au pluriel, mais qui sont rattachées à une réalité, à des faits objectifs. Il y a bien eu une guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu une première avant, il y a des monuments partout, et que ça n'est pas une fake news. D'accord? Or, les choses se compliquent un petit peu avec, effectivement, l'arrivée des réseaux sociaux qui font que, grâce à des satellites qui tournent tout autour de la Terre et qui disent la Terre est plate, la Terre est plate, la Terre est plate, il y a aujourd'hui plus de gens qui croient que la Terre est plate qu'il y a 30 ans, grâce au fait que, grâce à la technologie, on peut faire tourner des satellites autour de la Terre qui est ronde, donc,
pour dire que la Terre est plate. Voilà. Et donc, ça suppose qu'effectivement, le débat n'est plus tant l'enjeu de transmettre une vérité que d'être en mesure de diffuser et de saturer l'espace et l'espace public d'une contre-vérité potentiellement alternative. Donc, c'est un vrai enjeu dans la formation du citoyen que d'apprendre aux jeunes à démêler le vrai du faux, à trouver leur place là-dedans. Voilà, donc un petit cours, et c'est mon point suivant, sur ce que peuvent dire les jeunes. Parce que les jeunes sont beaucoup dans l'autocensure. Ils sont aussi pleins de, j'ai envie de dire, parfois de bons sentiments. Il y a des choses qui les choquent, mais ils ne veulent surtout pas être celui qui choque. Donc ils se disent parfois, mais est-ce que j'ai le droit de dire ça? Et il faut redonner cet espace de parole. Alors je dis ça, mais ça ne va pas de soi. Hein. Je me souviens d'injonctions contradictoires après la mort de Samuel Paty, où nous avions donc effectivement l'injonction de dire il faut que les jeunes puissent discuter dans leur classe, dans les classes, et dire ce qu'ils ont sur le cœur, que la parole sorte. Et puis il y avait aussi ce truc, vous nous donnerez les noms de ceux qui ont des discours anti-républicains, et je caricature à peine. Hein. Mais donc voilà, donc non, heureusement, donner un espace de parole véritablement libre, dans la confiance, y compris pour que sortent les plus grosses énormités, parce que finalement, j'espère qu'il faut qu'elles sortent pour qu'on puisse les déconstruire. Parce que le pire, c'est quand on les garde pour soi et qu'elles vont quand même nourrir quelque chose de sous-jacent qui explique sans doute en partie certains votes qui ne sont pas dans le rationnel, y compris une frange de la population, vous le savez bien, qui vote contre ses propres intérêts et qui nous fait nous inquiéter pour le pire. Donc, euh, je leur rappelle, moi, que effectivement, en tant que fonctionnaire, sur les limites de la parole, peut-on tout dire? Je rappelle que c'est moi, dans une classe, qui est un devoir de réserve. Ils n'ont pas de devoir de réserve, qu'ils s'expriment, ces jeunes. On doit pouvoir tout dire. Moi, j'ai un devoir de réserve pour que justement leurs opinions puissent sortir. Et je dirais que je leur dis aussi sur l'exercice de la dissertation, c'est quelque chose que je dis souvent quand je fais des interventions, je trouve que c'est un exercice éminemment républicain, euh, parce qu'effectivement, on apprend à dire, je comprends que vous puissiez penser ça, mais je pense que ma pensée est la meilleure, et je conclus en prenant position. Et j'apprends à voter sur un sujet complètement neutre, de savoir si tel auteur est comme ci ou comme ça, qui ne pose pas vraiment une remise en cause fondamentale et qui se concrétise pas dans des urnes avec un résultat qui peut être très, très problématique. Mais c'est un apprentissage. Je prends position. Voilà. Donc, forger les citoyens, c'est ça. Moi, je n'enseigne pas, je n'apprends pas à des jeunes un métier. Je leur apprends à être des citoyens. Donc, j'ai un devoir de réserve sur effectivement mes opinions politiques et religieuses en particulier, pour que eux puissent donner les leurs librement. La parole est un acte, c'est le deuxième élément. Effectivement, c'est pas vrai partout. La parole est un acte, vous savez, aux États-Unis, la parole est beaucoup plus libre que chez nous. Donc la liberté de parole, nous, elle est contrainte par le fait que la parole est un acte et que oui, nous sommes responsables de nos paroles. Et donc, il faudrait voir dans quel cas précisément. C'est quelque chose que les jeunes connaissent bien et assez tôt. Moi, quand je les trouve en lycée, ils savent tous. Hein, voilà. Qu'effectivement, l'incitation à la haine est interdite. Bien. La question ensuite, le débat et l'enjeu sociétal, c'est de savoir où commence et où s'arrête la question de l'incitation à la haine. D'accord? Donc, on voit bien qu'aussi, là, du coup, celui qui parle, selon sa place, avec le même propos, ne sera pas incriminé de la même manière. Eh bien oui, heureusement d'ailleurs, un homme politique ou un enseignant ou un humoriste ne sont pas au même endroit et on attend effectivement que l'humoriste puisse déranger, y compris le pouvoir. Hein. Il y a une affaire actuelle où le ministre de l'Intérieur souhaite intenter un procès pour un sketch on va dire, assez poil à gratter sur la question du maintien de l'ordre et de la police. Et donc, effectivement, ça pose cette question-là. Les paroles, pour les avoir entendu le sketch, hein, dites par un enseignant me paraîtraient extrêmement problématiques. Voilà. Donc, mais oui, mais un humoriste, il a ce rôle-là, justement,
C'est pas nouveau d'ailleurs, hein, le fou du roi au Moyen Âge avait déjà cette fonction. C'était le seul sur qui pouvait s'appuyer réellement le roi justement pour savoir un petit peu ce qu'on pensait vraiment. Cette liberté de parole possible, elle est nécessaire au pouvoir. Voilà, on peut se dire que peut-être que Monsieur Poutine, s'il avait été en démocratie, il aurait peut-être eu des généraux autour de lui qui lui auraient peut-être conseillé autre chose en disant que ben non, on n'est peut-être pas la première armée du monde et que ça va être plus compliqué que ça, que ça va passer en 15 jours de réussir à vaincre l'Ukraine. Voilà. Donc c'est une chance d'être dans un pays où on a cette liberté-là, mais qui est contrainte. Donc, très classique aussi, là, les élèves savent le retrouver sur la liberté de parole, la question de la diffamation. Donc, la diffamation, je rappelle, c'est deux choses. C'est ne pas mentir volontairement, c'est-à-dire que si vous dites une contre-vérité, mais que vous êtes de bonne foi, on ne peut pas vous le reprocher, il faut réussir à prouver que vous étiez de bonne foi, vous avez des éléments pour dire ce que vous dites. Et si vous dites vous mentez et vous dites quelque chose de négatif. Parce que si vous mentez pour dire du bien, ça ne peut pas vous être reproché. D'accord? Donc vous pouvez faire de la propagande qui dit du bien, voilà, même si c'est faux ou tendancieux, mais tant que vous dites du bien, voilà. Donc il faut le savoir, on n'est pas à égalité dans nos luttes là-dessus, hein, parce qu'effectivement, ça peut être de l'intérêt de certains puissants de dire du bien de certains produits, alors qu'ils ont les éléments pour dire que c'est faux. Donc voilà, il va falloir pouvoir travailler de ce côté-là. Et donc, j'aborde la question des lois mémorielles. Donc, la question des lois mémorielles. La première, donc, apparemment, qui a déjà été évoquée dans la rencontre d'hier, 1990, Monsieur Guesso, donc, vous savez, donc, une loi mémorielle qui, donc, fait que la négation des crimes contre l'humanité et du génocide envers les Juifs est un délit. Ça n'est plus une opinion, c'est un délit. On voit bien d'où vient cette idée-là. 1990, on commence à voir les témoins de la Shoah qui disparaissent progressivement, des négationnistes qui ont des propos extrêmement dérangeants, et on se pose cette question, elle est légitime, de comment lutter à armes égales avec effectivement des fausses informations, des théories de complot qui vont se développer, etc., etc. Elle peut partir d'une bonne intention. En tous les cas, c'est logique que cette loi en ait entraîné d'autres, parce que sinon, on se retrouve, et c'est extrêmement dérangeant, justement dans une forme de deux poids, deux mesures. On protège, on va dire, une minorité, mais pas d'autres. Donc, il fallait au moins qu'il y ait d'autres lois un peu parallèles pour dire que si on fait cette loi pour effectivement la question du génocide juif, il faut pouvoir le faire pour le génocide arménien, pour le Rwanda, etc., etc. C'est fait en 2001, effectivement, donc cette question-là. Mais 2001, notamment face au génocide arménien, ça pose d'autres problèmes que déjà la question du génocide juif. Pourquoi ça pose un autre problème? C'est que l'Allemagne elle-même fait un énorme travail mémoriel de son côté pour ne pas échapper à ses responsabilités. Et elle est dans la même démarche de dire que on ne peut pas dire n'importe quoi et nier l'existence des chambres à gaz, etc. Donc ça ne pose pas de problème politique. C'est pas tout à fait la même chose, effectivement, pour le génocide arménien, où la Turquie a encore énormément de problèmes à regarder sa propre histoire en face. Et donc, du coup, il risque d'y avoir un prix à payer quand on fait une loi comme ça, avec des accords commerciaux, des tensions, etc., etc. Donc, il s'agit de montrer qu'on est dans une démarche en France, justement, vraiment du principe républicain de l'égalité devant la loi, du coup, d'autres lois mémorielles et une autre loi mémorielle face à l'esclavage, effectivement, dire que, effectivement, la question de l'esclavage ne peut pas être remis en cause comme étant un crime contre l'humanité, avec des trous dans la raquette, là encore, parce que c'est politique et que, en fait, notre loi mémorielle face à l'esclavage ne prend pas en compte l'esclavage interafricain qui a existé, ou ne prend pas en compte l'esclavage vers le monde arabe qui a existé depuis bien plus longtemps
Et vous pouvez vous souvenir peut-être de aussi la construction du stade de foot au Qatar. On se pose même la question de est-ce que ça s'est jamais vraiment arrêté? Donc là aussi, on est sur une autre problématique. On veut avoir des principes universalistes et c'est bien là-dessus que je me place en tant qu'enseignant. Je leur dis toujours à mes jeunes, qui sont aussi issus de la diversité, que nos ancêtres les Gaulois, bah, ils le savent déjà, c'est une belle fake news. Leur expliquer le contexte, Troisième République. Il y a des raisons pour le faire. Pourquoi on va chercher le Gaulois? Ben parce qu'on voudrait se débarrasser des rois. Donc on va se chercher des ancêtres communs antérieurs à la question de la monarchie. Et donc on crée ce mythe des ancêtres des Gaulois. C'est une construction, ils l'entendent, soit. Euh, la question qui se pose ensuite, c'est si on est sur des principes universalistes, je me sens légitime pour aller critiquer d'autres pays que le mien qui ne respectent pas ces principes universalistes. Mais il faut aussi que je balaye devant ma porte pour pouvoir le faire. Je donne un exemple qui en général est assez consensuel, mais on voit bien tout de suite, c'est facile de prendre le consensuel, puis après ça on peut creuser un petit peu, ça devient très vite compliqué. J'explique que, effectivement, notamment l'excision des jeunes filles, qui est une pratique culturelle, certes, bien sûr, ça se fait depuis très très longtemps dans certains pays, et pourtant, je suis légitime pour dire c'est un crime, on ne mutile pas une jeune fille au nom d'une conviction religieuse, culturelle, etc., etc. Et c'est pas, je me sens pas impérialiste culturel en le disant. Voilà. Mais donc, en gros, c'est quoi le seuil? Ben justement, on a dit effectivement Montaigne, je parle très très rapidement, mais Montaigne n'utilise pas l'expression, mais on lui doit le relativisme culturel. Tiens, les cannibales, c'est les barbares, mais je l'avais dit déjà l'an dernier, je crois, sur la conférence, mais disons que quand on regarde, ça a un regard subjectif. Pourquoi? Parce que c'est vrai que manger son voisin, quand même, c'est pas très bien. Mais au même moment, nous ne les mangeons pas, mais nous les faisons cuire vivants, ce qui n'est quand même pas le cas des cannibales. Et que donc, qui est le plus barbare des deux, c'est un peu une question de regard. Mais les Lumières nous apportent, et en tant que Français, c'est ce que je défends, une projection. Moi, je construis des citoyens. Ce qui fait que nous sommes Français, c'est beaucoup plus ce que nous avons devant nous que ce qui est derrière nous. Bien sûr, on s'appuie sur une histoire, mais c'est notre projet commun. Peu importe nos diversités, ce projet qui est liberté, égalité, fraternité. Hein. Et donc, c'est ça qui fait que ce qui nous unit, et notamment cette question des Lumières. Nous défendons un héritage des Lumières que nous sommes capables de remettre en cause. Et sur la question qu'on peut entendre, y compris chez les amis de gauche, on va dire, parfois, on n'est pas en démocratie, on n'est plus en démocratie. Certes, je pense que la démocratie recule, c'est pas du jour au lendemain, tiens, on n'y est pas, qu'elle est en danger, elle est fragile, mais je reconnais aussi que, et je le dis à mes élèves, quelle chance d'être dans un pays où nous pouvons dire le réel, où nous pouvons dire que la France a commis des actes qui étaient en contradiction avec ses propres valeurs. Et ça ne remet pas en cause nos valeurs. D'accord? Quand la France a pratiqué la torture en Algérie, et elle l'a pratiquée, eh bien, effectivement, nous devons le dénoncer au nom de nos valeurs qui, elles, demeurent comme non seulement un idéal lointain, mais beaucoup plus proche. C'est quelque chose d'accessible. Et il ne faut pas être, ah bah oui, il y a toujours eu de la torture dans le monde, donc une sorte de fatalisme. Non, non, on peut vraiment peser dessus pour que ça ne se reproduise pas. Ça me rassure assez d'ailleurs, de savoir que quand j'étais, il y a 15 jours, je disais à ces universités de la défense organisées aux arts et métiers, un militaire gradé a lui-même dit que ce qui nous différenciait en termes d'information, justement, et dans cette guerre informationnelle, c'est que nous devions garder comme objectif la vérité. D'abord parce que pour des raisons purement, et je trouve ça très bien de le dire, euh, des pétitions qui seraient de l'ordre de stratégie, ça nous retombera dessus si on ne choisit pas la vérité. Donc de toute façon, on y a intérêt. Et puis c'est une pétition de principe aussi, c'est notre fierté de démocratie de nous appuyer sur le réel, sur le fait, et donc limiter au maximum les informations ou les infox selon le terme consacré. Alors c'est pareil, hein, donc on dit on se bat sur les réseaux sociaux, enfin effectivement en disant que tout vient des réseaux sociaux.
Des infox, il y en a toujours eu. Et justement, je voudrais qu'on fasse attention à ça. Il y en a toujours eu, mais oui, ça explose. Il faut avoir les deux en tête. D'accord? Ne pas relativiser, banaliser, il y en a toujours eu. Et voir ce qui change, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé. Alors, il y en a toujours eu un exemple assez clair et consensuel, toujours pareil, se baser sur des choses qui sont assez incontestables. Vous vous souvenez tous, en 86, surtout que bon, le public qui nous écoute a rarement moins de 20 ans, c'est dommage, mais voilà. 86, on a un nuage de Tchernobyl qui a soigneusement évité la France. Il était allé en Allemagne, en Suisse, en Italie, mais il a eu la gentillesse de s'arrêter à nos frontières, puisque nous sommes un pays qui lui-même a des centrales nucléaires et a l'arme nucléaire, et qu'il convenait que ça ne fasse pas question dans la société française, etc. D'accord? Donc, je reviens et je termine avec les lois mémorielles. Il y a une dernière loi mémorielle qui a fait qu'on s'est dit il faut s'arrêter avec ces histoires de lois mémorielles. D'accord? La dernière loi mémorielle, c'est celle de 2005, qui visait à dire que, ah bah oui, il y a aussi des aspects positifs dans la colonisation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais bien sûr que c'est vrai. Et c'est bien le problème. Quand on présente à des jeunes le fait qu'il y a des aspects positifs et négatifs dans la colonisation, quelle sera l'impression du jeune? Il dit, ah bah oui, 50% balle au centre. Or, nous savons très bien que c'est pas parce que je vais trouver ponctuellement un avantage, etc., que globalement, c'est pas à 90% une oppression qui a induit une exploitation et des effets extrêmement pervers. Alors, je décale souvent aussi pour éclairer les choses, mais prenons un débat de société qui est, je veux dire, plus consensuel, puisque le gauche et droite se retrouvent dessus, sur la question, même si on ne serait pas forcément d'accord sur la manière de s'y prendre, sur la question de l'égalité entre hommes et femmes, la question du genre, le combat contre les féminicides, etc. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire, avec toute sa conviction, mais il y a aussi des femmes violentes envers les hommes. Et est-ce que c'est faux? Ben non, c'est vrai. Il y a des femmes violentes envers les hommes. Donc, faire une loi qui protège les femmes, c'est une loi sexiste et on crée une forme d'inégalité. Mais quand on dit ça, attention, on sait bien aussi que 9 fois sur 10, si ce n'est pas beaucoup plus, c'est bien les hommes qui sont violents envers leur conjointe, et que donc, attention à dire, ah bah oui, le relativisme culturel dont je parlais tout à l'heure, ah, il y a du pour du contre des deux côtés, ou il y a des torts des deux côtés. Non, on n'est pas au même endroit, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et ça, c'est un vrai enjeu sur la question de la manipulation. Donc, c'est pas le mensonge toujours direct, mais c'est une manière de tourner la caméra vraiment sous un angle qui est particulièrement retors. Alors, se pose la question de la censure, plus globalement, d'un point de vue politique. Est-ce que la censure est de gauche ou de droite? La censure, premier réflexe, c'est se dire, en plus, quand on est espace Marx, peut-être, c'est un truc de droite. Euh, et c'est pas complètement faux. En gros, pour la droite, de manière conservatrice, on va dire, pour les partis conservateurs, on peut parler de tout, sauf de religion, de politique et de sexe. Même une dictature, ça lui verra. Hein. Ils sont contents d'avoir des humoristes aussi, mais attention, on ne touche pas au pouvoir et on ne touche pas à tout ce qui sont les fondamentaux du pouvoir. Et il ne faut pas choquer, donc on ne parle pas de ce qui choque les mœurs et on ne s'attaque pas aux formes de pouvoir au pluriel. Mais du coup, balayons devant la porte des progressistes. Est-ce que la censure peut exister à gauche? Et je vais répondre bien sûr que oui, et notamment avec ce truc dans lequel je ne crois pas du tout, mais qui a été constitué, fabriqué en armes par la droite pour embêter la gauche, la question du wokisme. Donc la question du wokisme, quelle en est l'idée? D'abord, rappeler l'étymologie du mot wokisme. Donc c'est monsieur, notamment notre ministre de l'Éducation nationale passé, j'ai oublié son nom, mince, aidez-moi. Freddy? Oui, monsieur Blanquer, merci. Bon, ça doit être voilà, l'oubli de son nom doit être. C'est important. Je suis pas sûr que ça soit complètement neutre, ça ne dise pas quelque chose. Mais bon, donc, il importe cette notion du wokisme pour remettre en cause, effectivement, ce travail de regard sur notre propre histoire, notamment, hein, pas que,
Voilà, il se méfie de ces penseurs avec cette expression d'islamo-gauchisme savamment reprise et utilisée depuis par CNews, etc., etc., hein, qui, on sait bien, l'islamo-gauchisme, c'est la carpe et le lapin mis ensemble, et c'est très efficace de rappeler que l'équivalent dans les années 30 de l'islamo-gauchisme, c'est combien le judéo-bolchevisme. C'est-à-dire c'est une construction des réactionnaires, pour pas dire plus. Oui, voilà, hétérotrotskiste. Voilà, donc une sorte de monstre hybride. On va parler un petit peu de la guerre hybride après. Mais voilà, donc dans les conflits, bon, pour rejeter en bloc la pensée alternative, justement humaniste, qui cherche à voir les choses, les objets, le plus proche du réel possible. Donc, la France qui regarde son rôle dans les colonies de manière le plus objective possible et qui en donne les aspects les plus terribles, effectivement, c'est lié à quelque chose qui ne plaît pas du tout à une certaine partie politique voilà, d'extrême droite, c'est qu'en fait, alors qu'on nous parle du grand remplacement, eh bien, il existe ce grand remplacement. Moi, je défends que ce n'est pas un remplacement en réalité, bien sûr. C'est juste que l'intégration se fait. Elle est pénible, elle est chaotique, elle est lente. Mais oui, vous avez de plus en plus d'universitaires, peut-être issus de la diversité, qui prennent pour objet et qui disent la manière de regarder l'objet dont on parle semble dépassée et qu'il est intéressant de le regarder sous d'autres angles. Et ça n'est pas une remise en cause des fondamentaux républicains, c'est justement, et on le sait bien d'ailleurs, hein, c'est bien au nom des principes républicains auxquels ils sont très attachés que ça se fait. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on peut toujours se dire quand on regarde notre propre histoire. La perte de nos colonies se serait sans doute faite et on serait allé vers un Commonwealth parce que c'était dans l'ordre des choses, etc. Mais si la France avait réussi à réellement défendre ses propres valeurs, voilà, l'universalité, les droits de l'homme, peut-être que les pays colonisés, qui étaient souvent issus de pays enfin, de colonisation successive, comme tout le monde, de couches de colonisation, cette dernière colonisation aurait peut-être été beaucoup moins perçue comme une oppression, parce qu'on aurait donné le droit de vote aux Algériens, aux Camerounais et autres, et qu'ils auraient été pleinement des citoyens français. Et ça, bah oui, y compris quand De Gaulle prépare la constitution de la Ve République, il n'est pas du tout prêt à ça. D'où le fait que en 58 encore, on ne vote pas pour le président de la République au suffrage universel direct, parce qu'on a encore les colonies, et que potentiellement, ça aurait pu signifier que oui, on aurait eu, dans une version très humaniste, un président français qui serait issu d'une France qui ne s'arrêtait pas aux frontières de l'Hexagone. Voilà. Et donc, effectivement, on a ce vrai travail à faire, justement, au nom de nos propres principes républicains, de dire que, et alors, ça ne nous dérange pas. Donc, la question donc, de la censure de gauche, je reviens là-dessus. En fait, c'est quoi ce danger du wokisme? Est-ce qu'il y en a un d'abord, hein, voilà. En fait, surtout, c'est la question de es-tu légitime pour parler? D'où tu parles? Donc, c'est interroger la question d'où tu parles. C'est-à-dire que effectivement, notamment les penseurs américains par rapport à leur propre histoire et par rapport à leur propre droit, qui n'a pas cette notion en arrière-plan d'incitation à la haine, fait que je ne peux pas interdire à quelqu'un de s'exprimer. Par contre, je peux le neutraliser dans sa parole parce que je le considère comme illégitime pour prendre la parole sur tel ou tel sujet. Suis-je légitime, si je ne suis pas juif, pour parler de la Shoah? Suis-je légitime si je ne suis pas moi-même issu de la diversité? Suis-je légitime pour parler effectivement de la question des migrants, etc., etc. Suis-je légitime pour parler de la cause des femmes alors que je suis un homme blanc de plus de 50 ans? Enfin, il est là l'enjeu, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de la réappropriation culturelle fait qu'on a l'impression qu'on ne sort pas de ce biais. Effectivement, et il y a eu des cas tellement caricaturaux avec un joli plateau de CNews avec 5-6 hommes pour parler de la condition des femmes. C'était tellement caricatural que ça fait doucement sourire.
Voilà, fallait-il donner un congé menstruel aux femmes qui avaient des problèmes d'endométriose? Bon, CNews, ils étaient voilà, un beau plateau pour dire que c'était quand même très discutable, mais ils avaient oublié de poser la question des femmes. Bon, donc effectivement, la question de qui parle, ne pas parler à la place d'eux, parler avec respect. Et en même temps, je n'ai pas envie qu'on m'interdise, si qu'ils puissent faire aux États-Unis, hein, d'écrire sur l'esclavage des Noirs, parce que potentiellement, je serais plutôt celui du mauvais côté de l'histoire sur cette histoire-là. Donc, la censure, l'autocensure, elle peut exister aussi, mais surtout l'autocensure, on voit bien comment elle fonctionne dans nos sociétés aussi. Là, c'est comment peser là-dessus, nous, en tant que force sociale, hein, j'ai envie de dire, et puis en tant que citoyen, face à un bras de fer avec, qui est antidémocratique pour le coup, avec les puissances de l'argent. Bah oui, c'est la question se pose. Autrement dit, comment faire face à des gens qui sont milliardaires pour pouvoir se battre à armes égales, alors qu'ils peuvent faire très régulièrement des procès. C'est arrivé là très récemment, enfin une menace de procès, je ne sais pas si ça arrive jusqu'au bout, mais en tout cas une intention de procès, une plainte posée contre donc la chef de file de la CGT sur une expression les rats quittent le navire. Ah, vous me traitez de rat, voilà une expression d'usage courant. Ça paraît aberrant. Enfin, d'emblée, on se dit que ce procès est ingagnable. C'est pas grave. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas de gagner le procès. L'enjeu est de rappeler qu'il va falloir entamer des formules. Enfin, ça va faire de la charge mentale pendant plusieurs mois, plusieurs années. Se dire que si jamais effectivement le parti de l'homme qui est derrière cette tentative de procès vient au pouvoir d'ici 2, 3 ans, ben peut-être ce procès serait perdu, sera perdu, parce qu'on risquerait, comme aux États-Unis, à se dire que l'équité démocratique sera de moins en moins assurée. Et donc on fait peser sur les citoyens, effectivement, un vrai risque. Et là, nous devons former les élèves, les jeunes, par rapport à notre thème d'aujourd'hui, et moi, mon angle d'enseignant, à cette prise de risque mesurée, c'est-à-dire effectivement bien comprendre d'où il parle, effectivement, c'est-à-dire ne pas aller trop vite pour éviter ce vrai écueil de dire ne pas parler à la place d'eux. Voilà, bon, donc, être conscient d'où je suis, d'où je parle. Voilà, travailler un peu Bourdieu, c'est bien. Euh, Deuxième étape, oser la prise de position, l'engagement citoyen, oser encore s'engager. Plus nous sommes nombreux à nous engager, plus il est difficile malgré tout d'aller contre une volonté globale. On peut penser à cette pétition contre les pesticides, le retour des pesticides, la loi Du oui, la plan. loi du plomb. La loi du plomb, merci. Donc effectivement, où on a réussi, et combien c'est rare, quelles sont petites nos victoires de citoyens ces dernières années. Et le problème des victoires d'ailleurs des citoyens que nous sommes ne sont pas des victoires. Et là, on revient là-dessus par rapport à notre sujet aussi d'être révolutionnaire. En fait, pour l'instant, on a tellement l'impression que nos victoires sont seulement des non-défaites. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, juste, cette loi était toute pourrie et elle fait un recul sociétal, et on a réussi à ne pas avoir ce recul sociétal. C'est une victoire, mais c'est pas un gain pour la population, c'est juste une non-perte. Donc voilà, et ça, il faut en avoir conscience, mais aider nos jeunes à ne pas avoir peur, ne pas être dans la peur. Ça me paraît aussi un enjeu fondamental pour lutter contre le côté obscur, ne pas avoir peur, on cherche à nous donner, là aussi, c'est une construction, et on sait bien une fake news, peur de l'immigration. On sait que l'immigration est faible en France, que les freins sont extrêmement forts, que la corrélation entre immigration et délinquance n'est pas du tout établie. Toutes les études le disent, mais c'est pareil, c'est là où on voit le rôle des fake news. Alors, j'arrive pour terminer effectivement donc, le point suivant sur la question de l'ère du numérique. Qu'est-ce que ça change? On le voit sur le vocabulaire lui-même. Comme ça impacte le vocabulaire, parce que c'est quand même une préoccupation récente. Donc à la fois à dire, bah oui, il y en a toujours eu des fake news, c'est vrai, des théories du complot, mais en même temps, il y a bien une accélération. Et en fait, en quoi elle se matérialise? Elle se matérialise par le fait que je n'ai plus besoin de tenir compte du réel. Là où avant, effectivement, je plaçais ma caméra sous un angle un peu tordu
Parce que je n'ai comme exemple, ah oui, mais il y a bien des, des femmes violentes envers leur conjoint, et ça tord le réel, mais le réel, il reste là, d'accord? Là, on peut se dissocier, se détacher tout à fait du réel, et ça n'est pas sans problématique. Et du coup, ça se retrouve dans le langage. Donc, le mot infox entre dans le dictionnaire en 2018, donc on voit bien que c'est très récent, hein, constitué à partir d'information et intoxication. Donc, effectivement, parce que le fake news, quand on le traduisait par d'autres expressions, on risquait de perdre fausse information, on perd la dimension volontaire. Or, il y a bien cette notion dans la fake news, c'est une fausse information volontaire pour manipuler la population. Euh, Autre expression consacrée, les faits alternatifs. L'expression apparaît en 2016. Les faits alternatifs, c'est un oxymore, c'est-à-dire que les faits, ils sont les faits. Ce que je disais justement, normalement, on se rapporte faits, et ensuite, on a une opinion par rapport aux faits, et on peut avoir justement, en science, ce débat sur quelles sont les causes exactes, etc. Mais le fait, il est le fait. Les faits alternatifs, c'est vraiment le déni du réel. Et ça, M. Trump le fait dès son premier mandat, notamment avec, vous savez, notamment la foule qui serait censée être venue l'acclamer au moment de son investiture. Or, factuellement, on a des images montrant qu'il n'y a pas une foule énorme. Et la réponse de la porte-parole de la Maison-Blanche qui répond, c'est votre opinion. Mais non, c'est pas une opinion. On a les images, mais on peut tordre le réel, etc. Alors voilà. Donc là, on est vraiment dans 1984. On est vraiment dans 1984. Alors, balayons devant notre porte, hein, 1984, écrit en 1948. 1948 fait référence très, très directement aux pratiques staliniennes. Hein, donc, effectivement, ça n'est pas l'apanage forcément de l'extrême droite d'être dans le mensonge. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, malgré tout, on peut mettre la question du mensonge du côté de la droite et de l'extrême droite, et notamment de l'extrême droite. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, pour deux raisons, je pense que la gauche n'a pas besoin d'avoir recours à ça, et voire il n'y a pas intérêt. Elle n'a pas besoin du mensonge. Elle n'a pas besoin du mensonge parce que, hélas, le réel est tellement déjà porteur que dire le réel, c'est largement suffisant. Et en plus de ça, face effectivement au déséquilibre qui s'est déjà construit ces dernières années par rapport à la question de l'information, et la lutte informationnelle, que une position qui va à l'encontre des intérêts d'une certaine classe dominante, de toute façon, si c'est faux, ça va être tout de suite démonté, déchecké, etc. Et donc, ça va même être utilisé contre les forces progressistes. Ce qui fait qu'il y a assez peu de mensonges avérés du côté de la gauche et de l'extrême gauche, il faut le dire, y compris d'ailleurs hein, sur les questions. Alors là, je sais déjà que c'est très polémique de dire ça, mais sur les conflits en cours qui font tension dans la société, comment aborder la question d'Israël et Palestine. Mais il faut arrêter sur le fait, voilà, justement, dire moi le fait, dire qu'il y a un génocide qui est en train de se commettre en Palestine, ça n'est pas une opinion. C'est une volonté politique de remettre ça du côté de l'opinion, mais ça n'est pas une prise de position. C'est factuel, c'est ce que disait Mme Albanel, que, porte-parole de l'ONU, sur ces questions-là. Ça coche toutes les cases. C'est une définition. L'objet, il est là. C'est d'une manière scientifique. Il peut y avoir des controverses sur les raisons, sur les enjeux, mais les faits sont là. Il y a un génocide, toutes les cases sont cochées. Et là, on est effectivement sur un enjeu pour nous. Donc, l'effet alternatif, c'est un déni du réel. Une autre expression à prendre en compte, c'est l'ère de la post-vérité. Donc là, on est sur quelque chose de plus long par rapport à la fake news. L'ère de la post-vérité, c'est que la vérité ne compterait plus. Voilà. Alors l'expression, elle apparaît en 2016 pour la première fois. C'est encore très récent. Hein. On voit qu'on est sur des mots qui ont une dizaine d'années. Parce qu'il faut dire justement ce qui est en train de se produire et qui, c'est pas parce que vous pouvez dire, ah, il y a toujours eu des fake news, qu'on n'est pas sur quelque chose de nouveau avec ce caractère massif et cette guerre informationnelle qui certes peut venir, là c'était le coup du ministère de la Défense qui organise pour se préparer peut-être à des choses moins sympathiques, voilà, sur une guerre informationnelle avec la Russie, pourquoi pas, mais nous avons cet enjeu-là à l'intérieur de notre démocratie. Il y a bien une guerre informationnelle chez nous, dans l'Hexagone, dans la démocratie et dans les rouages de la démocratie.
Et donc, la question, c'est effectivement, là on revient à Hannah Arendt, hein, problème de la confiance dans le sachant. Moi, le prof, pourquoi croire ma propre parole? Voilà, alors je vous donne l'exemple le plus caricatural qui m'a été rapporté par ma femme qui est enseignante d'histoire-géographie au Grand Parc, et une petite fille, une jeune fille de classe de 5e qui lui demande si c'est vrai que les Israéliens coupent les têtes des Palestiniens et qu'ils en font des boules de Noël pour des sapins de Noël. Et là, eh bien, effectivement, comment démonter ça? C'est tellement énorme. Alors, effectivement, l'amener à réfléchir que quand même, l'histoire du sapin de Noël, c'est quand même une minorité chrétienne, donc il y en a, hein, des chrétiens, voilà, mais que déjà tous les musulmans, ça, mais en tout cas les juifs, ne fêtent pas Noël. Donc très très peu vraisemblable que ce ne soit pas une fake news. Après ça, se pose ici la question, mais qui a intérêt à mettre sur TikTok ce genre d'horreur? Voilà. Et là, effectivement, ça suppose un vrai décryptage que je n'ai pas. Mais on sait que ça peut effectivement venir de pro-palestiniens pas très malins et qui sont prêts à toutes les outrances pour dénoncer le comportement israélien. On peut aussi imaginer que c'est une manière de décrédibiliser de la part même d'Israël en disant regardez ce qui se passe. Et là, moi, je n'ai pas les éléments de réponse. En disant tout ce que peuvent présenter les Israéliens ne serait que les Palestiniens, pardon, ne seront des fake news. Regardez celle-ci par exemple. Hein, voilà. Donc j'en sais rien, je n'ai pas la réponse. En tout cas, on voit que ça pose la question sur la transmission des savoirs pour un enseignant. Euh, et apprendre les élèves à justement se faire leur propre opinion. Et ça devient extrêmement difficile. Surtout qu'effectivement, je dis, l'État peut aussi lui-même nous mentir et qu'on a du mal à savoir. C'est normal au moment du confinement qu'il y ait eu des vrais débats, puisqu'on se souvient, Madame, à l'époque, que c'était Madame Betty Ndiaye, je crois, la porte-parole à l'époque de M. Macron, qui disait, hein, qui a dit face caméra, ça ne me dérange pas de mentir. Voilà, donc ça ne me dérange pas de mentir. Euh, Effectivement, donc qu'est-ce qu'on fait de cette possibilité que l'État lui-même nous mente? Il ne peut plus être tout à fait le référent, et c'est très compliqué parce que ça veut dire que même sur vous savez, les trucs, je ne sais pas comment on appelle, fast-checking, là, ces organismes qui cherchent à décrypter et démonter, savoir si c'est des fake news ou pas qui nous sont donnés. Et ils sont très nécessaires, sauf que c'est pas rentable économiquement, et vous n'êtes pas à l'abri que effectivement eux-mêmes soient avec des idées derrière la tête et qu'en en fait ils retournent, ils démontent ou ils décryptent quelque chose qui apparaît tendancieux pour le représenter sous un autre angle. Un exemple que je peux vous donner là, donc finalement a été retiré prudemment et juste là, c'est cette semaine, hein, un sondage qui devait être fait pour voir dans quelle mesure les enseignants étaient ou non antisémites. Et le simple fait que ce soit l'IFOP qui ait fait ce même sondage, qui avait fait juste avant, en pleine confiance, un sondage qui nous montre que, oulala, il y a une sacrée radicalisation du côté de l'islam, je ne suis pas en pleine confiance. On va dire ça, voilà. Et c'est embêtant, justement, de perdre la confiance. Voilà, donc justement, dans ceux en qui on doit avoir confiance, mais non, c'est objectif, c'est des gens très sérieux qui font, il y a des règles pour faire un sondage, etc., etc. Oui, enfin, on sait qu'il y a des biais aussi, hein. Et donc, comprendre le fonctionnement du cerveau, c'est un enjeu pour nos jeunes, euh, pour réussir à être mieux armés. Alors, comprendre le fonctionnement de nos cerveaux pour leurs apprentissages, pour les nôtres aussi. Donc là, nous avons eu dans mon lycée une formation très vite, hein, d'une journée, deux choses sur effectivement comprendre comment fonctionnent les apprentissages et le cerveau des jeunes, une demi-journée, et une demi-journée sur la question de l'intelligence artificielle. Effectivement, que nous-mêmes, nous ayons les enjeux parce que nous sommes dépassés par nos propres élèves, ça fait un moment, hein. Donc, le fonctionnement du cerveau, se rappeler que le cerveau se protège. C'est factuel. Donc, on peut toujours rouspéter contre les ados qui sont des endormis et qui ne sont pas très volontaires. C'est normal. C'est le fonctionnement du cerveau. Il est partisan du moindre effort. D'accord? Et que donc, tout ce qui peut lui limiter sa dépense d'énergie, c'est autant de prix. Or, le problème, c'est que le cerveau fonctionne un peu comme un muscle. Et bien, plus vous le faites travailler, plus il travaille.
nous savons que nous-mêmes, sur notre génération, nous avons déjà perdu des compétences, à commencer, moi, pour me situer dans l'espace, avec un GPS, c'est formidable, mais du coup, je ne fais jamais l'effort de retenir comment aller d'un point A à un point B, puisque je me laisse porter par le GPS, qui ne fait pas ce travail d'effort mémoriel. Donc, si ça n'a aucun intérêt de tourner tour de la tour, autour de la cour, et de faire des tours de cours quand on est en EPS, etc., bah, ça c'est énorme intérêt. Que ça prépare à tous les autres activités physiques. Et que, évidemment, on comprend bien de manière logique que pour être un bon nageur ou un bon tennisman, il faut avoir de l'endurance. Et donc, oui, ça sert de tourner autour de la cour. Eh ben, on est un peu la même chose, entraîner notre cerveau à apprendre et donc ne pas céder à la facilité. Donc, que les élèves soient convaincus que c'est leur intérêt de ne pas aller au plus facile. Et le problème, c'est que je crains que, effectivement, j'arrive bientôt à ma conclusion sur ce débat-là, hein, c'est que nous allons avoir une amplification terrible des inégalités dans la jeunesse et donc dans la société. Inégalité sans précédent économique, mais inégalité sans précédent des savoirs aussi, de la connaissance. À nouveau, on va dire, tout le travail qui a été fait depuis que nous sommes, on va dire en démocratie, je vais dire depuis l'école obligatoire, où on avait essayé à peu près de créer une égalité des chances, etc., elle est en passe de voler en éclats. Voilà. Donc, faire prendre conscience aux jeunes du réel intérêt qu'il y a à ouvrir. Euh, Parce que effectivement, cette facilité-là, c'est normal. On ne peut pas en vouloir à un jeune de vouloir aller très vite et de faire un exposé en appuyant juste sur un bouton et de l'exposé sort tout fait et plutôt pas si mal fait et mieux que. Le problème, c'est qu'ils perdent la confiance dans le fait qu'ils pourraient faire mieux que l'IA. Et de fait, ils feront pas mieux que l'IA parce que l'IA progresse très très vite. Et donc l'idée est que dire je préfère quelque chose qui est fait un peu tordu, mais c'est de l'humain, c'est de la chair, et c'est toi que je vois et que j'entends derrière ce que toi tu me produis et valoriser cette confiance-là. Mais je sais que c'est une bataille extrêmement complexe. Merci. Merci Florent. L'intervention qui vient d'être faite mériterait évidemment beaucoup d'échanges, mais si on veut respecter un petit peu notre calendrier, on va se frustrer parce que je pense que moi j'ai beaucoup apprécié l'exposé qui nous a été présenté. Je vous propose, comme Pierre est arrivé, on va être obligé de céder la D'enchaîner. parole effectivement à Pierre. Si le reste, non, mais pour respecter d'abord sa Le venue et le timing. remercier. Et effectivement, mais la richesse de l'exposé de Florent nous a amené effectivement à l'impossibilité de discuter finalement ce Oui, qu'il nous a proposé. Mais je vous propose, puisqu'on travaille là effectivement de manière ramassée dans cette période, mais peut-être de l'inviter à une autre rencontre où à ce moment-là, on pourra prendre plus de temps pour échanger à partir de son intervention, si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous par... Je sais bien que Michel va être frustré, mais les deux Michel. après ça, on verra selon la longueur, s'il est plus raisonnable que moi ou pas. Je ne sais pas sur l'intervention suivante. Et